Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glodibi, c'est le pied. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Jeune là-bas, mon grand frère Eugène avait pris une villa là-bas, donc j'étais un peu en dedans. Elle venait me faire tout ça. D'accord. Et voilà. D'accord. C'était l'échauffement avant match. Oui, mais c'est ça. Merci, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Point 7. Vous avez reconnu la voix de Jules Léandre Kitty, Ouais. le chroniqueur politique de cette émission. Merci. Merci d'être avec nous. Un réel plaisir, renouvelé et inouï à la fin, de me retrouver au micro de Diaspora FM et que je dis et je l'assume, la meilleure fréquence aujourd'hui en bande FM. Vous pouvez en avoir 1000 sur l'espace médiatique béninois. Ce sera la meilleure parce que c'est animé par des gens qui savent de quoi il s'agit. Merci. Merci à vous. Et la preuve, vous avez en face de vous Vincent Fortuné Assoma, ancien secrétaire général du CNPA, ou bien toujours en fonction, j'étais plus, mais on retient quand même journaliste évidemment, mais directeur de publication, directeur général de son groupe de presse, les nouvelles mutations. Oui, bonjour Peggy Ludovic Dagba, bonjour Gilles Léandre Kitty. Oui, je vous annonce que je suis le président de l'Union internationale de la presse francophone, et ceci depuis 2019. Donc, n'oubliez pas. En plein dans la chair, quoi. Bien sûr que on essaye. Super. Oui, on appelle IPF Bénin, dont Gilles Léandre Kitty est membre actif. Ah oui. Donc, bien sûr. Et moi, pas encore? Non, pas encore. Pourquoi vous ne m'admettez pas encore? Non, vous faites les formalités et puis vous venez, les portes vous seront ouvertes. Voilà. Super. En tout cas, pourquoi pas un beau jour, on va en arriver à peut-être parler de l'UPF, sur quoi c'est encore cette association-là que je connaissais avant même mon entrée dans la profession, plus de 20 ans après. Qu'est-ce que c'est devenu et tout. On en parlera, c'est sûr. C'est un plaisir d'en parler parce que aujourd'hui, plus que jamais, l'UPF vit. Et j'ai voulu donner cette ouverture-là parce que nous sommes aujourd'hui le 23, dans la semaine de la semaine francophone. Nous sommes dans la semaine francophone. Voilà pourquoi j'ai fait cette ouverture aujourd'hui. Le 20 mars, c'était la journée internationale de la francophonie. Donc la presse aussi joue sa partition. Bien sûr que oui, parce que la presse, c'est l'Union internationale de la presse francophone. Donc, c'est les journalistes des pays ayant en partage le français qui se retrouvent au sein de cette association. Super. Voilà, donc on ne peut pas se passer de la francophonie étant des journalistes francophones. Allez, merci beaucoup. Vous allez tout nous dire sur la question, ne vous en faites pas. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est quand même l'actualité de la semaine écoulée, pourquoi pas celle qui s'achève. Eh bien, ça a été l'INF qui quand même a occupé un peu le haut du pavé après les différentes idées agitées par-ci par-là, les raisons éparses évoquées par-ci par-là. Au moins, on a entendu le porte-parole du gouvernement qui donc a essayé quand même de siffler la fin en expliquant que franchement, c'était de commun accord que il y a eu changement à la tête de l'INF. Aujourd'hui, en tout cas, le dernier Conseil des ministres a donné droit à des réformes où on a commencé véritablement par renforcer l'Institut dans la lutte contre la violence basée sur le genre. Il y aura également des points focaux qui seront installés pratiquement dans tous les départements. De quoi donner encore de la force à l'INF. Est-ce votre avis, Vincent Fortuné Assoma? Merci beaucoup. Je crois que moi, de ma position, les explications du porte-parole du gouvernement ne m'ont pas trop convaincu parce que on est resté à l'étape
du verbe. On dit des communs accords. Ça ne justifie pas la chose. Ça ne peut pas convaincre, ça n'a pas convaincu. Je crois que ils en sont conscients, puisque si on enlève quelqu'un, soit c'est pour la personne n'a pas donné satisfaction, ou la personne a commis une faute, et puis ainsi de suite. Mais dit c'est des communs accords. J'ai vu dans les réseaux sociaux, même certains journaux ont écrit comme quoi elle est plus politique que technique, mais dans le gouvernement du président Talon, il y a des hommes politiques, il y a des députés élus, des ministres députés élus qui ont démissionné, c'est des politiques. Il y a un chef de parti qui est encore au gouvernement, mais ça n'empêche pas que ce dernier fasse son travail. En tout cas, moi, c'est mon avis personnel et l'analyse que je fais de cette situation que le porte-parole s'est empressé de venir justifier. Il a manqué de mots pour le justifier parce que, bon, c'est ça quoi. Moi, je suis resté sur ma faim. Franchement. Oui, qu'aujourd'hui on dise on a renforcé, on renforce, oui, c'est bon. Pourvu que ça prenne vraiment. Sachez que dans notre pays, nous avons des coutumes. Et c'est là que j'ai un peu peur du fonctionnement vraiment de cette décentralisation. Vous savez, dans le nord Bénin, il y a des pratiques séculaires. Et puis, les scarifications, comment dirais-je, les excisions et autres, oui, c'est ça? Et maintenant, le mariage précoce, c'est que quand l'enfant est né, la petite fille est née, déjà, on trouve déjà l'homme qui est son mari et puis on l'entretient. Tout ça là, aujourd'hui, je me demande, est-ce que ça va véritablement prendre? Parce que aussi, on ne doit pas dénoncer sa famille. Et c'est autant de freins que moi je trouve au bon fonctionnement de l'institut et des structures décentralisées. C'est vrai, on pourra apprendre certains, mais d'autres, ils ont cette peur dans leur communauté de dénoncer ce genre de pratiques. Parce que vous le faites, vous serez renié non seulement par votre famille, mais par toute la communauté au sein de laquelle vous vivez. Donc, je ne sais pas. C'est une sanction sociale. Voilà. Donc, c'est un peu difficile, mais il va falloir, avant de passer à la répression, de continuer, d'accentuer beaucoup plus encore la sensibilisation, que nos parents au nord du pays Bénin comprennent que le monde a évolué et ces pratiques doivent faire partie également du passé. Sans quoi, on aura beau renforcer avec les tests, mais on n'aura pas les résultats escomptés. C'est ce que je crois, parce que ces pratiques sont ancrées et quand vous êtes vraiment au milieu de ces localités, vous comprenez vraiment que une femme ne peut pas oser se lever, aller dénoncer son homme, aller dénoncer son cousin, aller dénoncer un parent ou quelqu'un du village au risque de faire les frais. Mais si, avec suffisamment de sensibilisation, des séances renforcées de sensibilisation, je crois qu'on y arrivera. Alors, Julien Kiti, votre religion sur la question? Merci. Moi, je voudrais déjà commencer par dire que le gouvernement est dans son bon droit, aussi bien du point de vue du contenu de son relevé de l'avant-dernier Conseil des ministres et même du dernier, l'avant-dernier où le gouvernement nous a informé donc du remplacement de Mme Claudine Prudencio à la tête de l'INF, donc où on retrouve celle qui faisait office donc de secrétaire exécutive, Maître Huguette Bokpa Yankaya,
que de la décision d'aller dans l'opérationnel par rapport aux points focaux qui vont être installés. D'abord sur le premier aspect, moi je pense qu'il faut faire foi quand même aux propos du gouvernement, aux propos tenus, portés par le porte-parole. Je pense que si Madame Claudine Fiavi-Prudencio, dont on connaît le charisme et dont on connaît le franc-parler sur des choses qui la touchent directement, et par rapport à son niveau, pour une femme leader de son rang, qui a ce parcours-là, quand même, plusieurs décennies de présence sur la scène politique, et puis avec ses capacités intellectuelles de femme juriste de haut niveau, spécialiste des questions de genre et tous les domaines dans lesquels le domaine du développement international, tout ça, je ne vois pas. Il faut pas oublier non plus la thématique genre sur laquelle elle a toujours elle a basé le plus clair de son temps d'action, voilà. Même sur le plan politique. Voilà. Son parti UDBN, c'est le parti des femmes et des jeunes. Voilà. Et pour une personne qui, comme vous faites bien de le dire, a consacré presque toute sa vie à se battre pour la place, l'essor du leadership féminin. D'ailleurs, elle a prêché par l'exemple. Ce n'est pas n'importe quelle femme au Bénin, il y en a certainement, mais c'est pas n'importe quelle femme du Bénin qui a la possibilité de compter déjà une expérience de ministre au gouvernement, deux législatures à l'Assemblée nationale avec des postes de secrétaire parlementaire et de présidente de commission des affaires sociales, de l'emploi, des jeunes et tout ça, et qui a été et qui continue d'être chef de parti politique, donc seule femme à la tête d'un parti politique. Et pour ce parcours qu'elle a là, se taire sur une déclaration où on dit que le chef de l'État, dont elle est bien proche, qu'on a dit son nom, que le chef de l'État et elle se sont parlé, se sont compris et ont opté pour donc l'intérêt de Madame Prudencio pour des activités qu'elle veut renforcer, des activités personnelles qu'elle veut renforcer, et le porte-parole ne s'en est pas caché en parlant d'activités politiques, donc un peu plus d'activisme pour retourner à ces vieilles amours, et pour l'intérêt de l'INF, que les deux personnalités se sont entendues. Non pas que Madame Claudine Prudencio ne continuait pas, n'a pas envie de continuer à se battre pour la femme. J'ai oublié de dire qu'elle a commis un ouvrage que beaucoup ont convenu d'appeler un best-seller au nom de la femme. Donc un ouvrage au nom évocateur, au titre évocateur de au nom de la femme. Quand on a fini de faire tout ça et que on s'entend avec le chef de l'État pour donc continuer à se battre pour la femme autrement et dans une autre posture, je pense qu'il faut y croire. Si ce n'était pas le cas et que le porte-parole du gouvernement vient dire ça, vous pensez que Mme Prudencio, si elle n'a pas participé à une discussion du genre, si elle n'a pas été d'accord pour cette option-là, vous pensez qu'elle va se taire? Non. Et c'est à croire que aussi nous oublions très vite la méthode de fonctionnement du gouvernement Talon. Sous le régime de la rupture, le gouvernement n'a jamais eu de gêne à dire, n'a jamais hésité à dire si quelqu'un a commis une faute dans une fonction donnée, à dire ça. D'accord? Quitte à laisser les autorités judiciaires compétentes régler le problème. Donc, le gouvernement n'a jamais dit que Mme Prudencio a commis une faute dans ses fonctions, n'a jamais parlé n'a jamais remis en cause les compétences de Mme Claudine Prudencio. C'est d'ailleurs son charisme qui a permis qu'on la mette, que le chef de l'État la sélectionne pour être là, pour porter donc l'Institut. Et pour le temps qu'elle y a passé, vous savez, dans sa nouvelle forme-là, rénovée, adaptée aux enjeux du moment, il fallait une personne charismatique de son rang pour porter l'Institut. Elle a eu le mérite, donc, de porter cette phase, on va dire, pilote de la mise en route des réformes. Ce qui est dit dans le dernier Conseil des ministres, l'installation les points focaux de l'INF, hein, dans tous les départements. Oui, mais vous savez, c'est pendant que Mme Claudine Prudencio était là que on avait déjà lancé appel à candidature pour recruter des points focaux dans toutes les régions du pays.
Maintenant, qu'on veuille renforcer ça. C'est des sortes d'antennes. Oui, donc, c'est des sortes d'antennes. Et la précision que le gouvernement donne, c'est de dire ce qui était envisagé pour avoir des points focaux. Et d'ailleurs, ça a tardé à ce qu'on sorte les noms. On a travaillé certainement. Maintenant, a dit on va avoir des antennes au plan départemental, au plan des communes, au niveau même d'autres services décentralisés de l'État, les CPS, et dans les établissements scolaires, dans les entreprises et même les entreprises privées. C'est-à-dire que partout où il y a une communauté qui se regroupe, qu'on puisse donc avoir un point focal, d'accord, une genre de cellule ou une personne bien aguerrie qui puisse remonter les informations. Et Madame Claudine Prudencio, tout le temps qu'elle sortait, elle allait dans les établissements scolaires. Vous voyez, je me rappelle encore les sorties qu'elle a eu à faire au lycée des jeunes filles de Porto Novo. Porto Novo. D'accord. Et le marché d'Antokpa. Le marché d'Antokpa. Donc, c'est beaucoup de choses qui ont été mises en route. Lorsque vous avez la lourde responsabilité de mettre en route une réforme, je pense que c'est pas n'importe qui le fait. Et donc, de ce point de vue, et le message que Mme Prudencio avait sorti d'ailleurs dès que son remplacement a été prononcé par le Conseil des ministres, on n'y a noté aucune animosité, aucun regret et aucune accusation. Et le porte-parole du gouvernement, quand les gens lui disaient, mais les journalistes, c'est Vertuya lui dit, est-ce que ça ne montre pas qu'il y a un problème et tout? Wilfried Mbedi a dit, bon, mais si elle avait même déposé sa démission et communiqué autour de sa démission, vous allez encore dire, vous journalistes, que il y a problème entre le président Talon et Claudine Prudencio, et maintenant qu'ils se sont entendus pour procéder à ce remplacement, les gens ont dit, mais pourquoi elle aurait pu dire, c'est elle qui s'en va, et il leur a dit, mais même si c'était le cas, le gouvernement, le Conseil des ministres allait se prononcer pour désigner une autre personne. Donc, pour moi, nous sommes 12 millions de Béninois. D'accord? Des gens, je ne suis pas de ceux qui pensent que si on change quelqu'un de sa position, ça signifie que la personne a été incompétente ou que la personne a commis une faute. Non. Bon, maintenant, les commentateurs qui veulent qu'on leur permette de dire c'est limogeage, qu'elle a été virée, quoi encore. Bon, tout y est passé. Bon, alors, on ne va pas le dire. S'ils tiennent à continuer à utiliser ces termes, ils savent pourquoi. Et nous sommes au Bénin, vous savez très bien comment ça se passe. Dès que quelqu'un a un poste donné, si à sa nomination, on n'a pas dit pourquoi c'est lui, j'ai vu des gens écrire même, est-ce que le Bénin appartient à Claudine Prudencio seulement? Elle a occupé des postes, beaucoup de postes, on l'avait nommé toujours, et pourquoi c'est encore elle? Bon, alors, elle quitte là. Il y a de l'envie. Elle quitte là, on dit, ah oui, voilà. C'est comme si on tient à se réjouir de ça. Mais quand la personne même vous dit, chacun a son sens du bonheur. Quand la personne vous dit, mais c'est pas un malheur pour moi, ce qui arrive. Je me suis entendu avec le président que je soutiens toujours pour continuer à mener mes batailles ailleurs. Vous savez que dans sa position de président de l'Institut national de la femme, vous avez pu observer quand même que depuis qu'elle était à ce poste-là, ce n'était plus le même activisme politique comme avant. Mais si elle s'entend avec le chef de l'État, ça peut être hautement stratégique pour les deux. Vous pensez que le président Patrice Talon, tel que vous le connaissez là, il va avoir des choses à reprocher à Mme Prudencio par rapport à sa feuille de route concernant l'INF, et il va se taire là-dessus, son gouvernement va se taire, et on va la remplacer, et le gouvernement viendra pour expliquer que c'est sur la base d'une entente entre les deux. Non, je ne pense pas. Ça, ce n'est pas dans le style du président Talon. Donc, pour moi, il faut se réjouir de ce que les réformes qui ont été, les plans de réforme qui ont été mis en route sous Mme Claudine Prudencio aboutissent. Et les gens n'ont pas attendu et c'est d'ailleurs normal que la nouvelle équipe installée là aille très vite, ne perde pas du temps, parce que les besoins en termes de lutte contre les violences basées sur le genre sont là à foison. Et ces besoins-là, et c'est là que je rejoins Vincent Fortuné Assoba pour dire que l'installation des points focaux un peu partout, d'accord? Mais si c'est pour faire comme le Conseil des ministres l'a dit, c'est pour renforcer, c'est pour plus d'efficacité, qu'il faut décentraliser les choses jusqu'au dernier retranchement des Béninois, parce que les vrais crimes contre les femmes et les filles se font à ce niveau. Il faut travailler à ce que ce ne soit pas
une lutte qui vient déconstruire toute l'organisation sociétale dans notre pays. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a de mauvais dans nos pratiques traditionnelles, par exemple, de dégradant pour la femme et la fille, qu'on puisse s'assurer que on a pu même dynamiter les dernières poches de résistance par rapport à la lutte contre ces pratiques. Mais que les pratiques sociologiques qui sont à valoriser puissent être valorisées et que on fasse très attention donc à tout ce qui est exporté, d'accord, de l'Occident, qui vient influencer négativement et qui produit une certaine acculturation. Donc je pense que le gouvernement est suffisamment responsable pour Est-ce que sur ce chantier-là, vous voyez l'INF réussir efficacement en un si bon, parce que le poids sociétal de certaines pratiques, en tout cas évoquées par Vincent Fortuné Assoba, reste encore lourd, reste encore assez présent. Oui. Alors l'INF, est-ce que là la tâche sera facile? Mais c'est encore la désormais ex-présidente de l'Institut national de la femme qui disait souvent dans ses sorties, dans ses discours, que c'est une cause commune. C'est un travail de longue haleine et c'est un travail de tout le monde. Et ça veut dire quoi? Est-ce que parce que la tâche est immense, colossale, qu'il ne faut pas poser des pas vers l'avant? Et j'ai souvent, dans vos émissions ou quand nous discutons en off, j'ai souvent cité mon feu père qui me disait que l'évolution dans la vie, ce n'est pas d'être champion du jour au lendemain, c'est de poser un pas, puis deux, puis trois, mais vers l'avant assurément. Donc déjà, la volonté politique du président Patrice Talon de remettre la femme au cœur du processus de développement durable l'a amené à réinventer l'INF et à trouver une icône du leadership féminin au plan social, économique, politique, comme Claudine Poudencio, pour booster l'institution. Bon, maintenant que on a fait quand même du bon chemin par rapport à la phase pilote et que sur cette base, sur cette entente entre les deux, elle passe dans une autre posture où elle va continuer à mener la lutte. Ceux qui sont ou celles qui sont à la tête de l'Institut aujourd'hui, avec l'appui du gouvernement qui vient de nous montrer que les points focaux qu'on voulait installer avant, c'est sûr que la forme dans laquelle ça veut se faire maintenant, c'est que si c'est dans un petit village, dans une cellule familiale, qu'il y a violation des droits de la femme, d'accord, qu'il y a violence basée sur le genre, l'information va être remontée. Le vrai problème qu'on avait avant, c'était que dans notre tradition, la pratique de dénonciation n'était pas sûre. Et il fallait venir peut-être au centre-ville de la commune, il fallait avoir le courage d'aller dénoncer au niveau du CPS, d'aller à un commissariat ou après au tribunal, tout le monde ne le faisait pas. Mais si les points focaux, donc les yeux de l'INF se retrouvent dans nos maisons, pour parler comme ça, dans nos établissements scolaires, dans nos entreprises. Nous sommes dans une entreprise, Identity Diaspora. Qu'on dise, par exemple, que ça devient, par effet de multiplication, que toutes les structures à Identity Diaspora, qu'on ait un point focal de lutte contre les VBG et avec une connexion avec les structures de l'INF. Mais chacun de nous saura que dans les faits et gestes, dans les propos, dans les comportements à avoir, il faut respecter la femme en tant qu'être humain comme l'homme. Et je pense que ça va aider à aller plus vite dans la lutte contre vous en aurez fini. Et mais cette lutte-là, ce n'est pas pour qu'elle finisse, il n'y a pas de miracle à faire, ce n'est pas pour que ça finisse d'ici quelques années. Ça va finir avec le jour où, si vous croyez encore un peu à la Bible, peut-être que Dieu reviendrait produire l'effet, le cataclysme de Sodome et Gomorrhe pour exterminer l'espèce humaine. Mais moi, je ne veux pas y croire. J'espère qu'on ne va pas y arriver là. Et donc, autant les violences basées sur le genre sont nées avec l'espèce humaine, autant la lutte contre ces violences-là et pour la protection et la promotion de la femme va durer même après le président Patrice Talon. 1000 présidents viendront à la tête du Bénin. Ce serait bien qu'on continue. L'INF est venu avant lui. Oui, bien voilà. Donc, et il y avait sous une autre forme, et maintenant il a réinventé ça. Peut-être que quelqu'un d'autre viendrait, va encore corser, et les nouvelles cordes vont être tissées au bout de l'ancienne. Et c'est ce que l'équipe là va faire. Suite à ce que Madame Poudencio a eu le mérite de faire avec toutes les capacités qu'elle avait, et le débat de on a préféré
une personne plus technocrate qu'une personne politique. On vient de le dire. Nous tous, ça saute à l'œil que tant au plan technique, intellectuel que politique, Madame Claudine Prudencio était l'incarnation donc de ce leadership gagnant là. Mais on n'est pas obligé de la voir à la tête de l'Institut national de la femme avant de l'accréditer de cette détermination de continuer à lutter. Donc, il faut plutôt, nous tous, soutenir ce que le gouvernement est en train de faire. Ces points focaux, que ce soit partout, que dans la rédaction des nouvelles... Une belle parade. Les nouvelles mutations, qu'on ait un point focal pour que un journaliste homme ne considère pas que la femme journaliste est moins que journaliste et ne mérite que on lui fasse peut-être des attouchements indélicats ou que on a regardé. J'ai encore suivi hier seulement un complément d'enquête sur les frasques de PPDA qui a été le monument de LCI et un journaliste interplanétaire qui était reconnu partout, mais qui était accusé de se jeter sur toutes les jeunes stagiaires femmes qui venaient dans sa rédaction. Et après, même quand c'est ça qui l'a conduit jusqu'à ce qu'il soit limogé de là. Et puis, on a découvert beaucoup de choses. Ça continue de faire cela aujourd'hui. Donc, c'est partout. Ce n'est même pas que en Afrique. Et je pense que la préoccupation de M. Assoba va être prise en compte, à savoir qu'il faut tenir compte de nos traditions. Merci sans beaucoup. Laisser les tares de nos traditions. Merci, Julien Okiti. Il y a tant à dire sur ce ce dossier-là, mais bon, on va y revenir à d'autres occasions. Alors, nous allons poursuivre cette émission sur le deuxième dossier de la semaine. C'est quand même cette boutade, excusez l'expression, ou en tout cas cette sortie, de maître Jacques Migan qui appelait à un troisième mandat pour le président Patrice Talon. J'ai bien envie d'en savoir un peu plus sur vous, la façon dont vous avez pu d'abord écouter la chose. Est-ce que c'est sur les réseaux sociaux ou c'était en direct sur cette télévision Esaü TV ou alors étant journaliste, c'est venu à vous? Vincent Fortuné à savoir. Merci beaucoup. Nous avons eu l'information par les relais, par les réseaux sociaux. Esaü TV, c'est une télévision numérique en ligne. Mais c'est regrettable. C'est simplement regrettable qu'un ancien bâtonnier, un avocat, un homme de droit, qui sait lire le droit et qui sait que il est dit dans la Constitution que aucun président ne peut faire plus que 2 mandats dans sa vie, qu'il réclame un 3e mandat pour le président Patrice Talon. Mais est-ce que vous n'êtes pas excessif là? C'est quand même un Béninois qui quand même a ses droits d'aller devenir, sa liberté de penser. Et il a envie de quelque chose, il peut l'exprimer. Pourquoi voulez-vous le blâmer? Nous sommes dans une république. Et j'ai bien dit, c'est un homme de droit. Il sait ce que c'est que le droit. Cette envie, il doit pouvoir jamais l'exprimer de cette manière-là. Parce que c'est dit, de quelle façon, interdit. De quelle façon va-t-il le dire la pour Constitution, que vous ne le conspiez pas? La Constitution l'interdit. Et le président Patrice Talon ne saurait être irremplaçable. Oui, la République du Bénin n'est pas créée hier. Pour dire, avec l'avènement du président Patrice Talon, non. La République du Bénin a été créée et des présidents se sont succédés, qu'ils travaillent ou pas. Mais d'où lui est venue cette vilaine idée de dire que le président Talon va faire un 3e mandat? Qu'il vous souvienne, d'abord, qu'en 2012, c'est ce qu'on nous a véhiculé dès le début des bruits entre le président Patrice Talon et le président d'alors, le président Boni Yayi, que le président Boni Yayi lui aurait demandé de l'aider pour un 3e mandat qu'il a refusé. Et c'est ça qui a entraîné la brouille. C'est ce qu'on nous a dit. On n'a pas fini.
Vous connaissez la suite. Mais aujourd'hui, qu'un individu, un avocat de surcroît, en vienne à demander à celui qui a dit que je vais empêcher l'autre de prendre un troisième mandat, c'est susciter, amener le président Patrice Talon à violer une fois encore la constitution de notre pays. Non, mais au nom de quoi? Vincent Fortuné Azogba, je pense qu'on ne va pas passionner le débat. Il a dit qu'il a entendu certains Béninois qui voudraient bien. C'est l'expression. Qui sont ces Béninois? Si ce n'est pas lui. C'est des populations. Quelle population? Des gens peuvent avoir des désirs. Où est-ce que vous avez vu ces populations-là exprimer ce besoin-là? Quand on sait que dans la Constitution, c'est interdit formellement. Quelles sont ces populations? Il n'a qu'à nous dire. Il a sillonné quelle localité pour avoir cette doléance de quelle population. Il n'a qu'à nous dire. C'est simplement dangereux. Il ne faut même pas l'encourager. Et d'ailleurs, le professeur Olo a tout fait. Théodore Olo. A tout fait. Le constitutionnaliste, l'un des pères de la Constitution béninoise. A tout fait de monter au créneau pour lui dire il faut qu'il arrête très tôt. Au Niger, et il a cité le cas du Niger où ceux qui ont brandi une idée du genre ont été emprisonnés. Et je souhaiterais quand même, comme le professeur Théodore Olo, que le président Patrice Talon appelle à ce que ce monsieur soit poursuivi s'il le faut, ou simplement les demander, ils n'ont qu'à se ranger, il ne leur a pas demandé ce travail. Le président Patrice Talon lui-même a dit il est à son second mandat. Second et dernier mandat. Pourquoi? C'était à la face du monde. À Porto Novo, lors de son investiture. Voilà. Quand bien même, il faut prendre ça avec pincette. Parce que là aussi? Oui, l'homme est changeant. Là, vous m'étonnez. Mais le chef de l'État a été clair. Troisième mandat, pas question. Pendant qu'il n'était pas au pouvoir. Il a dit à quelqu'un, pas question. Je crois que ça ne cadre même pas que pendant que lui, il est là. Il est là encore, il a parlé. Il a dit, troisième mandat en Afrique, il n'en voulait pas. Et lui, au Bénin, on va dire qu'il ne tentait pas un troisième mandat. Je ne crois pas. Moi, jusqu'à ce que lui-même vienne à la fin du monde encore dire, vraiment, j'ai besoin d'un troisième mandat. Je ne crois pas et je voudrais qu'il sévisse par rapport à ces idées-là. Pourquoi vous étiez carré face à cette situation alors que, à côté, au Sénégal, le président Macky Sall a même travaillé et même a agi contre le troisième mandat de Abdoulaye Wade. Les archives nous sont remontées là, on les a vues sur les réseaux sociaux. Il était vraiment, dans ces mouvements-là pour dire non à Abdoulaye Wade pour un troisième mandat. Mais aujourd'hui, c'est encore lui qui est derrière, tout ce à quoi nous assistons au Sénégal, avec des emprisonnements qui franchement tirent les cheveux de la tête. Non. Et Macky Sall n'a jamais dit qu'il est candidat à un troisième mandat encore. Il ne l'a pas encore dit. Il n'a pas encore dit, mais les actes, les actes parlent. Oui, mais vous voyez ce qui se passe. Il veut brûler le Sénégal dès qu'il va aller sur ce terrain-là. Et le Sénégal est mieux outillé pour lui rendre la monnaie de sa pièce. Parce que lui, il est venu au pouvoir. Pourquoi il est mieux outillé? On a les mêmes tests. Non. Les mêmes interdits. Je dis bien, le Sénégal est mieux outillé pour rendre à Macky Sall la monnaie de sa pièce. En ce sens que il est venu au pouvoir avec le forcing de Wade qui voulait faire un troisième mandat. Il a été battu comment? À plate couture, Wade, dans les urnes. Vous le savez bien. Mais que Macky Sall veuille faire cela aujourd'hui, le peuple sénégalais va régler son compte. Mais au Bénin, nous, on n'en veut même pas que l'idée soit germée. Parce que notre constitution est formelle là-dessus. Là-bas aussi, la constitution est formelle. Moi, je parle de chez nous. Là où je vis, là. Cette idée-là ne peut germer. Il faut que cette idée soit au plus tôt étouffée.
Mais comme ça, vous allez violer la Constitution, parce que la Constitution reconnaît le droit à la liberté de penser à chaque Béninois. Bien sûr, mais dans les limites du droit. Justement, dans les limites du droit, je pense. Mais le droit a dit, voilà la limite dans laquelle il faut rester. Et toi, tu débordes et tu dis, au nom de la liberté d'expression, moi, je déborde. Non, du tout pas. Il va être interpellé. C'est clair que si quelqu'un qui dit au nom de la liberté, on dit, par exemple, il faut pas faire ses besoins sur la voie publique. Parce que toi, tu es libre. Parce que toi, tu es libre. Tu te lèves et tu dis, bon, allez, moi, c'est là que moi, je vais faire mes besoins. Et c'est une liberté, ça. Non, tu seras interpellé. Le procureur de Cotonou va te prendre et te mettre au youf. Tu iras te reposer tranquillement là-bas. Donc, il y a la liberté de s'exprimer, mais il y a les limites à ne pas dépasser. Parce que la Constitution a été claire. Il est un homme de droit. Un profane peut être excusable. Mais un homme de droit, un sachant, je crois que c'est exagéré de sa part. Si c'est quelque chose que ce monsieur a besoin, je crois que il est temps que le chef de l'État lui en donne pour qu'il s'efface et qu'il lui colle la paix. J'ai l'impression que il attend quelque chose qu'il n'a pas. Maintenant, il faut qu'il se fasse voir à tout moment pour que le chef de l'État sache que il a un courtisan qui est là. Il faut le regarder, il faut le satisfaire. Si c'est ça qu'il cherche, il n'a pas besoin d'appeler à un troisième mandat. Il n'a qu'à, on va l'aider à obtenir ce qu'il veut. Si le chef le juge vraiment compétent. Mais que vous ne savez pas. Julien Kiti, pourquoi, comment dirais-je, des présidents normalement élus, légalement élus, qui savent très bien qu'ils ne doivent pas, ils n'ont pas droit à un troisième mandat, mais en fin de mandat, tentent toujours. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut expliquer la chose? Non. Je pense que votre question telle que vous la posez donne l'impression que le problème c'est les présidents, la personne du président. Non. Même dans les cas où ça a été tenté. En définitive, c'est quand même pour lui. Oui, mais même dans les cas où ça a été réalisé, malheureusement, c'est toujours au dernier moment que vous voyez le président de la République venir dire j'accepte ça. On a eu l'époque où des présidents venaient dire je ne peux pas refuser l'appel de mon peuple qui demandait avec insistance que je continue d'être à son service pour l'action patriotique, tous ces discours-là. Mais je pense que, et le premier à le savoir, c'est le président Patrice Talon, qui s'est empressé de dire que ce ne serait pas bien que on ne fabrique pas des institutions fortes qui permettent d'avoir des moules de sorte à ce que quiconque vient à cette fonction présidentielle soit obligé de se mettre dans ces moules-là et de continuer l'œuvre entamée en bien par son prédécesseur. Et il l'a dit dans des interviews sur des chaînes qui continuent d'être très sérieuses, donc au plan international. Au plan national, il a dit devant des organisations de la société civile de la sous-région qui ont, je pense que c'était fait exprès, installé quartier général à Cotonou pour organiser des événements à dimension internationale au cours desquels ils ont honoré le président Patrice Talon, qui a dit encore à leur micro devant nous tous que il n'envisagera pas de torturer la Constitution, je préfère parler ainsi, pour vouloir d'un troisième mandat. Maintenant, la nuance chez moi, quand j'écoute des citoyens, et je ne voudrais pas m'attarder sur le statut intellectuel et professionnel du bâtonnier, de l'ancien bâtonnier Jacques Migan. Pourquoi? Juste pour ne pas souffrir intérieurement de voir quelqu'un sachant comme lui proposer une telle option comme Monsieur Tout-le-Monde. Parce que c'est ce qu'il a fait. Parce que moi, ça me fait rire qu'ils disent qu'il a écouté les Béninois et que la majorité des Béninois décident d'octroyer un troisième mandat
au chef de l'État. Finalement, on fait dire beaucoup de choses aux Béninois. Alors, deux choses. Nous sommes sur le terrain. Quand même, un sondage relève aujourd'hui d'une matière scientifique. Il y a la démarche scientifique pour faire le sondage. Les plus petits sociologues vous diront que un minimum, il faut parler de l'échantillonnage. Il faut d'abord dire quelle est l'institut ou le cabinet qui a procédé à ce sondage-là. Je ne dénie pas Maître Migan des capacités intellectuelles, mais qu'il sorte de son salon, je viens sur un plateau de télé, pour parler du 3e mandat pour le chef de l'État. C'est là seulement qu'on se pose des questions. Parce que quand il dit 3e mandat pour le chef de l'État, ça veut dire qu'il propose quelque chose qui n'est pas prévu dans la Constitution, même révisée, dans sa version de 2019. Alors, est-ce qu'il envisage alors une révision de la Constitution dans ce sens? Il se fait que, dans la monture actuelle de notre Constitution, au thème de sa révision, il a été dit que nul ne pourra faire de sa vie 2 mandats présidentiels. Je ne sais pas, je vais vérifier si ça a été écrit consécutif, mais 2 mandats de sa vie. De toutes les façons, dans sa vie. D'accord. Alors, donc, à partir de ce moment, dans la vie du président Patrice Talon, que je lui souhaite très longue, d'ailleurs, je pense qu'en 2026, il serait en train de finir le 2e mandat. Donc, si on s'en tient à ça, je suggère, je plaide pour qu'on laisse le bâtonnier Jacques Migan à ses illusions, parce que on dira encore, s'il avait dit, c'est peut-être la manière de le dire, si un citoyen me rencontre, moi, me dit, mais vraiment, le président Patrice Talon travaille tellement bien que j'aurais aimé qu'il fût ou qu'il reste président à vie même, je ne veux pas lui en vouloir. Parce que le problème, en fait, ce n'est pas encore pour moi, est-ce que c'est bon de faire l'alternance au pouvoir, d'accord? Est-ce que c'est bon d'avoir 1 ou 2 mandats dans nos démocraties africaines? Est-ce que il faut que un président, s'il est bon, il reste à vie? Mais comme la Constitution est le socle, la base de notre organisation sociétale, en tout cas moderne, comme la Constitution est notre ciment qui organise notre vivre ensemble, et que cette Constitution dit qu'il n'y a pas de 3e mandat de sa vie pour quelqu'un qui est président de la République. Donc pour moi, le problème ne se pose plus. Mais je n'empêche pas les citoyens de dire « Ah, ce président est tellement bon, amène le pays tellement loin positivement que j'aurais aimé, si c'était possible, qu'il reste au pouvoir. » Mais de la volonté, du souhait d'un individu, non, mais il a dit avoir écouté bon nombre de Béninois sur la question. Bon, Monsieur Dagba... Il n'est pas seul. Monsieur Dagba, je suppose... Combien vous ne faites pas foi à ce qu'il déclare? Monsieur Dagba, pour les capacités intellectuelles que je vous connais, et qui, de mon point de vue, ne sont pas encore altérées, je pense que je vais plaider pour que ce soit... c'est pas une injonction. La énième et dernière fois que vous allez, même si en me posant des questions, vous allez dire, il a dit qu'il a écouté bon nombre de Béninois. En matière de sondage, c'est pas affaire de bon nombre. Lui, il n'est pas un institut. Non. Et il n'a pas besoin d'être un institut avant de dire ce qu'il a entendu de la bouche de ses concitoyens. Non, il a très mal fait en se confondant à un institut. Et même quand il veut parler seul, même en tant que consultant, en tant qu'expert intellectuel, il peut faire un travail comme ça, sans que ce ne soit au nom d'un cabinet. Mais les données scientifiques qu'il doit apporter pour justifier de cette enquête, il a enquêté combien de Béninois sur les 12 millions? De quelle tranche d'âge? De quel secteur professionnel? Son sondage-là a duré combien de temps? Tout ça là, c'est long. Non, ce n'est pas long. Pour parler un langage de rue, il a dit, j'ai écouté des Béninois. Des Béninois voudraient bien. Très bien. Où est votre problème? Quand il le dit de cette façon, puisque vous voulez qu'on le prenne dans cette... Moi, je fais l'effort depuis, je fais l'effort de créditer monsieur Jacques Migan, parce que je préfère l'appeler monsieur, parce que bâtonnier, ça commence pas à me déranger, parce que ce bâtonnier, c'est lié à... Vous n'irez pas plus loin. Non,
Bâtonnier, ça signifie avocat. Appelez-le monsieur. Mais ça signifie avocat, mais avocat qui a été appelé à exercer les fonctions de coordination, de coordonnateur des activités relevant de l'organisation, de l'entretien, de la défense, de l'image et de la qualité des avocats qu'on peut avoir. C'est ça un bâtonnier. Alors, donc, quand vous avez été à ce niveau-là, quand vous êtes un juriste de haut niveau comme ça, et que vous avez si vous n'avez pas pu lire d'autres documents et les comprendre, une constitution, vous pouvez mieux la comprendre que beaucoup d'autres personnes. Quand ce n'est pas prévu et vous dites ça... Pourquoi vous ne voulez pas lui laisser le droit de s'y pencher? Non, il n'a pas le droit... Quand quelqu'un a soif, oui. Mais quand même, il étanche ça. Mais je vous ai dit, si vous vous obstinez et vous risquez à cette allure-là de finir par ressembler à Jacques Mingan, parce que lui, il a fait le choix délibéré, en tant qu'intellectuel, de fermer les yeux, à tout ce qu'il a appris en tant qu'intellectuel pour oublier qu'en tant que personne individu, il ne peut pas se lever et venir à la télé seulement sans dire sur quelle base. Quand il dit j'ai écouté, vous êtes journaliste, vous écoutez des Béninois, vous écoutez plus de Béninois que lui. Vous êtes journaliste. Donc, votre profession au quotidien, c'est un avocat aussi. Et il est au contact du peuple. Maintenant, vous pouvez... La veuve et l'orphelin. C'est pourquoi je dis, il aurait pu. Puisque nous-mêmes, nous sommes intellectuels, tout le monde ne peut pas être avocat. Et il n'y a pas d'intellectuels que avocats. Nous aussi, nous sommes des intellectuels. Et nous avons appris dans les mêmes écoles que pour dire que une masse critique de personnes suggère qu'on aille dans tel sens. D'accord? Quitte à ce qu'on voit maintenant les conditions de faisabilité. S'il avait vraiment organisé ça de cette façon, et que c'était les résultats d'un sondage régulièrement organisé, qui donne que les Béninois, peut-être on peut dire 4 Béninois sur 5, ont décidé, parce que un sondage, c'est une signature. Je vous en prie. Un sondage, c'est une signature. Et ceux qui signent ce sondage doivent avoir qualité, en tant que personne physique ou morale, de nous aider à faire foi aux résultats de leur sondage. Maître Mingan, jusqu'aujourd'hui, il est passé dit ça sur Esaïe TV, n'a jamais exercé dans un cabinet, à ce que je sache, un cabinet de sondage. Mais il a un cabinet d'avocats. Maintenant, je fais le choix délibéré de considérer qu'il a fait un lapsus en parlant de sondage, en parlant de 3e mandat sans expliquer. Mais quand je prends sa personne, en tant que monsieur Jacques Mingan, j'estime que c'est son droit de dire, moi, si Patrice Talon faisait un 3e mandat, même 1000 mandats, je serais heureux dans mon salon. Voilà. Je serais heureux de chanter la chanson de Pasteur Guy qui dit je suis en joie, mon cœur dans la joie. Donc, s'il vient dire ça, personne ne lui en voudra. Et moi, j'avais considéré, quand je l'écoutais, j'entendais ça de cette oreille, j'entendais ça comme un citoyen qui exprime un vœu. C'est les mots que vous entendiez. Et ça sauf qu'il disait autre chose. Oui, sauf que, sur le plan technique, c'est biaisé. Donc, il n'a pas parlé comme intellectuel. Deuxième chose, sauf que ça n'engage pas le gouvernement. Le porte-parole du gouvernement est venu dire d'ailleurs que ça n'engage que Jacques Mingan, qui en tant que citoyen s'est exprimé. Et a ajouté que le chef de l'État s'est déjà prononcé sur la question, connaît sa religion. Maintenant, si le chef de l'État, le seul qui peut changer de position, et moi je vais prendre ça au sérieux, c'est le chef de l'État. Et même quand le chef de l'État, il va lui arriver, je ne le souhaite pas, quand il va lui arriver peut-être de dire ça, puisque c'est son droit à lui aussi, de dire à un moment donné, j'ai dit telle chose, je pense le contraire maintenant. Quand il aurait dit, cela aussi ne suffira pas pour tout de suite l'appliquer, parce qu'il faudra transformer encore la Constitution. Et maintenant, en ce moment... Justement, celui qui le dit, c'est bien que c'est en transformant la Constitution qu'on pourrait qu'on a fait droit à son vœu. Oui, mais maintenant, lui, là, est-ce qu'il suffit que lui le dise pour que Patrice Talon le veuille? Est-ce qu'il est directeur de la conscience de Patrice Talon? Non, il n'a pas encore... De plus en plus de Béninois pensent comme lui. Oui. Ça va s'imposer. Très bien. Alors, ça va être alors le sondage Ludovic Dagba. Là, ce n'est plus de sondage Jacques Mingan. Donc, vous, là, où est-ce que vous avez trouvé de plus en plus de Béninois qui dit, quand lui, là, avant lui, d'abord, il y a une guerre entre les deux. Celui qui l'a dit avant lui, c'est pas l'autre Ouénou. Bon, ok. Quand l'autre Ouénou dit ça, vous, là, vous prenez ça au sérieux? Quand l'autre Ouénou dit ça,
Et aujourd'hui, il fait la bataille à Jacques Mingan c'est comme si Jacques Mingan veut lui arracher la paternité de cette proposition, et il trouve la maligne parade de dire que Jacques Mingan parle de 3e mandat, mais lui parle de quoi? 2e mandat de la nouvelle République. Vous voyez? Et là encore, quand vous allez suivre l'autre que nous, vous irez vous mettre encore pieds et mains dans un débat, d'accord, de nouvelle République, dont celui qui tient la République n'a pas parlé. Les députés qui sont nos représentants à l'Assemblée nationale et qui donc sont garants de l'adoption de nos lois n'ont pas fait ce débat. Donc il y en a un qui parle toujours de ça, hein. C'est qui, le député? Le député Dakpe Sossou, qui parle toujours de révision de la Constitution. Non. C'est vrai que lui, il n'a pas encore parlé de 3e mandat. Alors, lui, il a plutôt parlé d'un septennat. Dakpe Sossou, c'est encore un autre cas. Lui, par exemple, on peut ne pas être d'accord avec lui. Lui aussi, il a dit quelque chose qui sort de l'ordinaire. Lui s'est levé, on a un mandat de 5 ans depuis 1991. D'accord? Mandat de 5 ans pour le chef de l'État, 4 ans pour les députés. Là, nous sommes dans une transition de 3 ans pour les députés. On passera après à 5 ans pour tout à partir de 2026. Mais peut-être qu'il est dans le secret des dieux. Maintenant, depuis qu'il a dit le président Patrice Talon va faire 17 ans. Bon, alors, dans sa tour à Lokossa, ou à Porto-Novo, s'il se lève, et que ça lui permet d'éviter les maux de tête, que de dire Patrice Talon va faire 7 ans. Vous savez si c'est sa manière de prier? Bon, si Dieu exauce sa prière un jour, nous, Béninois... Mais ce sera contre les lois de la République. Non, rien ne se fera contre les lois de la République. Le Bénin est suffisamment élégant. Le Bénin s'est toujours montré élégant par rapport au respect des textes. Même quand tout ce que et il faut voir le comportement du président Patrice Talon. Depuis qu'il est là, lorsqu'on veut agir, donc on veut faire autrement qu'on le faisait avant, si c'était organisé par la loi, on procède à la modification de la loi d'abord. Ça veut dire que si ceux qui ont mis dans la Constitution, que nul ne pourra faire 2 mandats de sa vie, de plus que 2 mandats de sa vie, mais comme le président est encore en vie. Donc l'histoire de la République, 5e, 4e, 3e, non, je pense qu'il faut laisser ça. Est réglé. Et pas syllogisme. Parce qu'on a dit de sa vie. Oui, et maintenant, pas syllogisme. Comme le président Patrice Talon est encore en vie, et de sa vie, ça continue. Donc, vous pouvez tirer la conclusion que le président Patrice Talon, que nous savons très intelligent, ne voudra pas de sa vie dire donnez-moi un 3e mandat. D'accord. On va finir cette émission sur ce dernier pont, en fait, de l'actualité. C'est assez frais, hein, dans nos mémoires, ce nul entre le Rwanda et le Bénin pour parler des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2024, je crois. Alors, dites-nous, comment avez-vous vécu ça ailleurs, dans d'autres pays? Ça ne se rate pas, c'est ces 3 points. Mais les guépards, avec Gernot Rohr, et j'ai entendu ce matin un confrère le dire, ils ont joué, mais malheureusement, ils n'ont pas pu gagner. Quand on joue, on gagne. Ils ont fait du jeu, mais ils n'ont pas gagné. Et ils sont allés pour gagner. Ils n'ont pas gagné, ils sont décevants. J'ai suivi le match de bout en bout. Je n'étais pas au stade, mais j'ai suivi le match de bout en bout. C'est vrai que ils ont montré une certaine cohésion, au niveau du jeu, mais ça ne suffit pas. Vous savez, l'attaque béninoise est stérile. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui, l'attaque béninoise est stérile. Prenez les statistiques. Le Bénin marque très peu. On marque très peu. Imaginez, on est allé jusqu'en quart de finale. Mais on a marqué combien de buts pour aller là-bas, à la CAN? On joue défensif, c'est ça? Donc, quand c'est comme ça, je crois que c'est un peu difficile. Si on a raté la CAN passée, on a cherché 1 point sur 4 matchs.
Qu'on n'a pas pu avoir. On n'a pas pu avoir. On ne gagne pas. Et je ne partage pas l'idée de ceux qui disent aujourd'hui il faut former. Quand vous prenez ceux qui sont là, les jeunes qui sont là aujourd'hui, ce n'est même ceux qui sont partis du Bénin ont eu une formation de base avant de partir du Bénin. Quand tu prends la plupart des joueurs béninois aujourd'hui, l'équipe A là, vous prenez la plupart des joueurs ont été formés en Europe. Ont évolué, ont commencé en Europe. Ça veut dire quoi? C'est des joueurs. C'est des gens sur qui on peut compter. Mais il y a que la grosse tête de certains de nos jeunes joueurs qui fait que là, on est là. Ou aussi un problème de management de l'équipe. Sinon, je ne peux pas comprendre. Les noms que nous avons, c'est des jeunes qui sont sortis. Et aujourd'hui, mieux que par le passé, on a des enfants qui sont dans des clubs connus. Or, avant, on appelait des gens qui font le gardiennage en Europe. Ils venaient jouer ici. Ils sont sans club. Mais aujourd'hui, un joueur vient, on dit il joue dans tel club. Quand vous allez, vous retrouvez son nom parmi l'équipe, les joueurs de l'équipe citée. Et on vient, ils sont stériles. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème parce que j'ai regardé le match hier, c'est à leur portée. Même si les Rwandais sont des compétents, comme vous le savez bien, dont on aura besoin. Je sais où vous voulez en venir. Julien Kitty, nous avons exactement 3 minutes pour finir cette émission. Je sais que le football, c'est votre passion, c'est l'autre passion à part, ce que nous savons tous. Mais dites-moi, franchement, votre religion, est-ce que la suite sera bonne pour nous? Je vais vous surprendre, la suite sera absolument bonne pour le Bénin. Pourquoi? Parce que, vous voyez, lorsque vous êtes à ce niveau et dans un groupe comme ça, vous êtes déjà dernier, alors que les éliminatoires ne sont pas à leur début, vous vous dites, il faut tout au moins sauver l'image du pays et continuer à construire une grosse équipe. Non pas que je voudrais dire qu'il n'y a plus rien à espérer pour le Bénin. Déjà qu'on puisse reconnaître que la confrontation Bénin-Rwanda qu'il y a eu au stade de l'Amitié ce 22 mars, que le match était à la portée des Béninois. Quand on le dit, ça signifie que les Béninois se sont plus ou moins bien comportés. Mais après, est-ce qu'il faut continuer à faire des explications sur le rectangle vert et finir par dire on a très bien joué? On ne demande pas qui a bien joué, on demande qui a gagné. C'est vrai qu'il y a des trophées qui sont donnés au détour d'un match, l'homme du match, le nombre de points en termes de possession de balles, le nombre de corners après. Mais ce qui détermine la qualification, c'est le but que vous avez marqué. Mais le problème, c'est que quand c'est sur nos propres installations, et comme c'est devant notre public, qui a soif, le public sportif béninois a soif de résultats. Maintenant, on est en train d'avoir aussi, on vient d'avoir un nouvel entraîneur qui a fait son baptême de feu. Déjà, il a eu beaucoup de chance que le Bénin a égalisé. Moi, j'estime qu'il y a du travail à faire. Et malheureusement ou heureusement pour nous, même le retour va se jouer encore sur nos installations. Donc, je dirais merci au président Patrice Talon qui a insisté sur le projet de réaménagement du stade de l'Amitié pour le mettre aux normes internationales, de sorte à ce que la Confédération africaine de football et même la FIFA commencent pas à solliciter notre stade pour des matchs. C'est pourquoi vous avez l'aller-retour à Cotonou. Ce n'est pas plus que ça. Ça veut dire que on devrait peut-être jouer le retour à Kigali, mais si c'était là-bas, ceux qui sont à Cotonou, Porto-Novo n'auraient pas de facilité à voyager. Donc, si c'est sur le match, le deuxième match, le match retour, qui devrait se jouer ailleurs, et pas la force des choses, ça va se jouer chez nous. Si c'est sur ça qu'on veut compter pour engranger des points, il y a plus beaucoup d'espoir pour que le Bénin remonte la pente, pour se retrouver peut-être deuxième dans ce groupe-là, pour le compte des 16 éliminatoires de la CAN 2023. Mais je vous dis quelque chose. Ce monsieur, il a été clair, l'entraîneur. Il n'est pas là seulement pour régler l'urgent. Il y a l'urgent et il y a l'important.
l'urgence, c'est de faire du résultat pour ne pas sortir la tête baissée de ces éliminatoires. Mais l'important, c'est d'assurer une bonne transition pour notre équipe. Vous avez les Sessegnon qui reviennent pour apporter l'expérience, mais ils n'ont plus du jus dans les jambes comme les jeunes. Maintenant, ces jeunes-là, comment on fait la formation avec eux, l'harmonisation du jeu, de sorte à ce que d'ici l'année prochaine, nous puissions avoir une équipe extrêmement solide qui puisse nous faire rêver comme au temps des Omo Toyosi, comme au temps des Adjovi Boko, des Expédits Dossou de Beteki, non peut-être pas eu, voilà, Stéphane Sessegnon qui a eu le mérite dans ce temps de faire même le numéro 10 de Paris Saint-Germain, c'est pas n'importe qui. Mais aujourd'hui, que les Béninois ne se découragent pas pour faire comme Assoba et dit que il y a rien à cirer des guépards. Allez, voilà, merci beaucoup. En fait, nous sommes arrivés à la fin de cette émission en gaieté, puisque nous allons quand même souhaiter que lundi prochain, ils puissent finalement avoir les 3 points dans cette course. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. C'est bon. À vendredi prochain. Le point 7. Le point 7, votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glody Bibi, c'est le pied.